Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Faut-il se satisfaire du processus de distribution des cartes d'identité biométriques en cours? C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Mahaman Mariko, il est président du CRAJ. Faso Nieta. Monsieur Mariko, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Deuxième invité, Monsieur Baki Diara. J'allais dire qu'il était vice-président du BRDM, mais il est analyste politique autour de ce plateau. Monsieur Diara, merci d'être avec nous. Merci bien, M. Steve, et bonsoir à mes collègues. Nous avons Dr Ali Ouele. Il est cette fois-ci vice-président du BRDM, n'est-ce pas? Pas du RPDM, mais du BRDM. Docteur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Le quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de Mamadou Lamine Sibi du M5 RFP Malikoura. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Le gouvernement a donc annoncé en début de semaine la disponibilité d'un important lot de cartes d'identité biométriques. Ce satisfait du gouvernement est tout de même contrasté par les annonces, les nombreuses plaintes formulées par certains Maliens contre la qualité de la nouvelle carte d'identité biométrique. Maman, vous faites partie de ceux-là qui ont formulé ces plaintes contre la qualité de la nouvelle carte d'identité biométrique. Bon, je crois qu'au-delà même de la qualité, il y a visiblement sur le terrain un certain nombre de problèmes quand même qui sont très visibles. Allez-y. Quand le gouvernement annonçait que Dermalog était quand même la société retenue pour la confection de ces cartes, beaucoup de choses avaient été dites, mais il y avait également beaucoup de zones d'ombre qui planaient autour de ce contrat. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui avaient des inquiétudes par rapport à cette situation peuvent encore continuer à s'inquiéter. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se poserait pas la question, est-ce que c'est la compétence de ceux qui ont en charge la confection de ces cartes-là, ou c'est également au niveau du centre technique, comme on appelle de rétablissement en fait, d'état civil, où en fait ces problèmes-là sont comment on appelle ça, à identifier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont été, qui ont fait et qui ont fait remonter à notre niveau l'actualisation en fait de leurs données. Oui. Et aujourd'hui, quand ces cartes-là souvent sortent, ça ressort avec toujours les mêmes erreurs. Oui. Et également, il y a d'autres qui sont en attente, jusqu'à preuve de contraire en fait, de ces cartes-là. Et quand on voit également la mise en place du système de distribution en fait, de ces cartes-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à désirer par rapport à ça. Moi, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'acter que nous allons vers la carte biométrique, mais il faut également intégrer qu'il y a beaucoup de difficultés qui se ressentent pour les usagers et même pour en fait l'administration par rapport à ces cartes-là. Maintenant, il faut quand même essayer de chercher à comprendre où se situent en fait ces problèmes-là. Est-ce que c'est au niveau de l'administration ou c'est au niveau, comme on appelle, de ceux-là qui ont en charge la confection? Et je crois qu'il y a aussi un certain nombre, un autre problème qui n'est pas en fait le moindre. Quand on essaye de voir, est-ce qu'aujourd'hui la confection ou disons les cartes biométriques sont au niveau du ministère, comme on appelle, de la sécurité, ou c'est au fait au niveau du ministère de l'administration territoriale que l'ancrage en fait de ces cartes-là se pose. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu un certain nombre quand même. En tant que journaliste, vous le savez, et tout le monde en fait le constate sur le terrain. Il faut qu'on admette qu'il y a des difficultés et qu'il faut aller très vite à prendre en compte ces difficultés-là. Monsieur Diarra, on est au niveau des constats par rapport à cette nouvelle carte d'identité biométrique. Il y a à dire et à redire sur cette carte. Oui, c'est vrai qu'il y a à dire à deux points. Il y a à dire en termes d'encouragement, mais il y a aussi en termes donc
des défis à relever et pour que finalement cette carte-là elle puisse servir. Parce qu'il y a énormément d'enjeux autour de cette carte. Vous avez vu tout ce qu'elle va remplacer. Déjà, elle va être carte d'électeur, elle va remplacer l'autre carte Nina, elle va remplacer la carte d'identité, carte consulaire et tout ça. Donc, on voit que en fait, ça devient un élément de base dans l'identification même, si vous voulez, donc, des populations, et ça va être l'outil administratif qui, en premier plan, on va utiliser en fait pour toutes les opérations quasiment administratives. Donc c'est extrêmement important à ce niveau-là. Donc la disponibilité déjà de cette carte, c'est le point d'encouragement, parce que c'est vrai que si vous vous souvenez bien, on disait que le premier enrôlement, le deadline qui était prévu pour ça, avant que ça ne soit payant, que c'était, je pense, le 31 mars ou quelque chose comme ça, pour que déjà ce premier dollar passe. Mais on a vu que tous ces délais-là étaient passés. On est arrivé même à l'élection référendaire sans disposer de cette carte-là. Donc c'est déjà une première étape que la carte, elle soit là. Elle est en retard, mais elle est déjà là. Maintenant, il faut qu'on accélère effectivement tout ce qu'il y a à faire. Et c'est de ce côté-là que les défis, à mon avis, essayent d'estomper un peu, en tout cas l'espoir ou l'encouragement que j'avais annoncé au premier point. Oui. Parce que la disponibilité aujourd'hui, encore, c'est au niveau de l'administration. Même si on parle d'autres partenaires et tout ça, c'est l'administration qui a pour l'instant le lead de la disponibilité de cette carte-là. Elle nous en a informé, c'est une très bonne chose. Elle nous en a également rassuré par rapport à l'aspect sécuritaire de cette carte-là, ce qui est une bonne chose parce qu'ils ont dit qu'ils ont vérifié, ils ont fait plusieurs fois, ils peuvent effectivement nous rassurer que l'aspect sécurité, et qui est extrêmement important parce que c'est le point central de la chose, que cela est préservé. Mais l'autre étape, c'est que ça doit être mis à la disposition des populations, des citoyens. Et de ce point de vue-là, je pense que l'administration est dans une position où les populations doivent continuer de venir à elle, soit à partir donc de tout ce qui est téléphonie, donc les options numériques ou les options physiques, alors que de mon point de vue, il faut peut-être aller au-delà de ça. Ça, c'est déjà bon, mais aller aux citoyens, parce qu'il y a l'aspect aussi de l'enrôlement. Beaucoup ne sont pas encore enrôlés là où nous sommes. L'aspect de la correction, comme il dit, ça, c'est quelque chose qui est aussi là. Et l'aspect également de la distribution, ça, ce sont des choses au regard du peu de délai qui nous reste. Il faut qu'effectivement, l'organisation de l'administration, que cela soit davantage intensifié et pertinente. Sinon, ça va être extrêmement compliqué dans peu de temps. Docteur Wele, déjà, beaucoup sont des Maliens qui ne se satisfont pas déjà de la qualité de cette nouvelle carte, qui revient avec les mêmes erreurs constatées sur les cartes NINA qui sont vraiment reproduites sur la nouvelle carte d'identité. Merci beaucoup. Et effectivement, comme on le dit chez nous, on avait l'espoir par rapport à cette carte biométrique qui était annoncée. Et dans la pratique, on découvre vraiment les mêmes réalités que nous vivons d'habitude. Et je peux même dire que, à la limite, on ne croit même plus. Parce que, je prends un exemple. Si les cartes sortent avec les mêmes erreurs, je pense qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond et cela pour ce qui me concerne personnellement, l'actualisation de ma photo n'a pas été prise en compte. Également, le statut professionnel aussi n'a pas été pris en compte dans la nouvelle carte d'identité. Exactement, j'en suis un exemple. Voilà. C'est très fréquent. Oui. J'ai eu assez d'informations là-dessus et ce qui montre qu'il y a un problème d'organisation. D'abord, les délais annoncés n'ont pas été respectés. Et ensuite, vous savez, l'organisation même du processus est très importante et j'en appelle aux autorités. Et c'est une carte, en fait, pour moi, qui doit intégrer le processus normal. Le processus normal et pour que les gens puissent en bénéficier. Et on l'a fait de façon exceptionnelle pour que les gens puissent être enrôlés. Et je pense que c'est la plus grande difficulté d'abord, parce que comment les gens peuvent bénéficier de ces cartes. Et ensuite, ceux qui ont fait le travail, vous savez, la rigueur au niveau professionnel n'est pas directe chez nous. Et ensuite, quand il y a de tels événements, ceux qui sont souvent chargés pour faire l'activité, ils font l'activité autrement, et ceux qui sont recrutés pour appuyer sont recrutés de la mauvaise façon. Et ce qui fait que la qualité du travail n'est jamais bien faite. C'est la même chose pour la carte NINA. Les erreurs qu'on a constatées avec la carte NINA, parce que chacun amène son parent pour faire le travail, avec aucune expérience, aucune rigueur. Et forcément, il y a des erreurs qui ne peuvent même pas être expliquées. Et les mêmes erreurs continuent avec cette pratique. Parce que c'est les mêmes Maliens, c'est les mêmes problèmes, les mêmes attitudes, les mêmes pratiques qui continuent. Et ça n'a pas changé. Et ça, c'est un travail de fond. Il faudra que les autorités comprennent. Le Mali veut le changement. Et ce changement, c'est une preuve que le fond n'est pas résolu. Et ce fond n'est pas résolu tant qu'ils ne viennent pas à la case de départ, comprendre qu'est-ce qu'il faut, intégrer dans le système normal pour qu'on puisse bénéficier des cas. Je prends un exemple.
on prend les cartes d'identité où? C'est au niveau des commissariats. Pourquoi ne pas faire l'enrôlement directement au sein des commissariats, que les gens se déplacent? Et ensuite, le délai est fixé, les gens vont récupérer. Et ensuite, au moment de recruter, c'est-à-dire de changer les cartes d'identité, par exemple, pourquoi ne pas faire l'enrôlement immédiatement? Parce que tout ce qui est fait, c'était dans un but peut-être pour les élections. Maintenant que nous savons qu'il y a d'autres alternatives qui ont été trouvées, et pourquoi ne pas revoir le système, le chemin, et ensuite voir la participation, l'implication des bénéficiaires. Et je pense que ces décisions prises au sein de l'administration, au sein de la sécurité, et souvent c'est des décisions peut-être probablement prises à l'interne, au sein des services publics, sans l'implication des bénéficiaires. Et ce qui fait que ces différentes difficultés que nous avons, ils vont continuer parce qu'ils n'auront pas la solution, même la récupération. La carte peut être disponible, mais quel type de carte disponible? L'accessibilité par rapport à ces cartes, il faut être sûr. Quand on dit l'accessibilité, ce n'est pas évident. Parce que s'il faut que les gens se déplacent, ce n'est pas évident. On a d'autres cartes sur place, les gens ne vont pas chercher. Quelqu'un qui passe sa carte d'identité normale, quelqu'un qui a sa carte NINA, même le déplacement, souvent les gens préfèrent ne pas se déplacer. Et vous voyez un peu. Donc, ce qui fait la complication, il ne faut pas qu'ils soient surpris. Il faudra qu'ils se remettent en cause. Et je les déconseille même de prendre des agents pour la distribution. Oui. Parce que pratiquement, les gens vont dire qu'il faut recruter des gens pour la distribution. Non, il faut avoir les systèmes de redistribution. Est-ce qu'il faut utiliser les services d'habitude qui sont utilisés comme les commissariats et en fonction des localités, aller déposer ces cartes au niveau des services pour que chacun, en fonction de sa localité, puisse se retrouver par rapport à ces cartes. Parce qu'ils vont engendrer des dépenses, malheureusement, et ces gens qui vont être recrutés sont souvent mal recrutés, j'insiste là-dessus, et malheureusement, c'est un problème fondamental dans notre pays. Maman, malgré ces récriminations qu'on a entendues déjà, on a quand même vu le ministre en charge de l'administration territoriale quasiment féliciter la société en charge de la confection de ces cartes. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage à ce niveau? Oui, c'est en réalité cela le problème dans notre pays. Les responsables, en fait, pensent souvent que les critiques ou accepter les réalités en face sont une faiblesse. Loin de là, moi je pense que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de cafouillage et que le département ou les départements concernés doivent accepter qu'on fasse un audit à mi-parcours pour évaluer réellement quelles sont les difficultés rencontrées et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions améliorer cette situation. Ceux même qui ont envie, qui se déplacent pour aller chercher ces cartes, ont des difficultés à les trouver, comme le docteur l'a si bien dit, a fortiori ceux qui ne pensent pas aller trouver, comme on appelle, leur carte sur place. Et aujourd'hui, il y a une grande difficulté quand on regarde en fait sur la base des différentes sollicitations, ceux qui sont enrôlés et qui pensent avoir en fait à temps leur carte biométrique, qui ne l'ont pas et qui sont sur le point de voyager, souvent se déplacent dans les commissariats pour aller trouver, comme on appelle, ou pour aller faire les cartes d'identité en fait normales. Ils ont tous les problèmes de le faire. Donc ça veut dire au jour d'aujourd'hui que le système mis en place, et pourtant ça avait été dit dès le départ, que ce système, est-ce qu'il a été confié à une société qui a les qualités requises en fait pour le faire? La question reste posée. Ou est-ce que le cafouillage dont il s'agit aujourd'hui se retrouve au niveau du centre en fait de traitement des données d'état civil qui relève, comme on appelle, du ministère de l'administration territoriale. Moi, je pense qu'en tant qu'usager, en tant que citoyen, il y a des problèmes. Il faut que les autorités cessent en fait de tomber dans l'éternel en fait auto-congratulation. Il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés. Et ces difficultés, ce sont les citoyens qui les vivent et ce sont les citoyens qui les relèvent. Et ce sont les citoyens en fait qui ont le plein droit en fait de demander que cela soit amélioré. Évitons de continuer quand ça ne va pas, les têtes baissées pour dire que voilà, nous prenons nos responsabilités. Les responsabilités, elles sont bonnes à prendre, mais il faut savoir à quand s'arrêter pour faire une évaluation à mi-chemin pour en fait éviter que, voilà, comme il a dit, l'argent du contribuable ne soit gaspillé en fait pour des résultats qui ne valent vraiment pas la peine. Monsieur Diarra, en écoutant le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, on a l'impression qu'il ne reconnaît pas les récriminations formulées contre le processus déjà. Oui, et ce qui, de mon point de vue, a priori, n'est pas quelque chose qui est bien, en toute sincérité, pour faire simple, parce que ça veut dire quoi? Une chose est de dire que nous démontrons qu'il y a un processus qui est en place et qui marche, que finalement nous avons un produit, mais comme j'ai dit, la qualité de ce produit-là, ce qui est attendu, c'est pour aller chercher un résultat. Donc si déjà on se rend compte que
la qualité est vraiment quelque part est à remettre en cause et que le processus lui-même est à interroger pour que finalement nous ayons ce produit-là, parce que le produit, ce n'est ni plus ni moins qu'une carte, au-delà de l'aspect sécurisation, comme ils ont dit, qui est là, au-delà de l'aspect biométrique qui a été également acté et protégé. Ces deux éléments sont fondamentaux, nous le savons, mais la carte ne se tient pas qu'à cela seulement. La carte se tient véritablement donc à sa conception, même au design qui a été présenté et qui finalement, quelque part, les gens ont accepté. Donc ça veut dire que cette carte-là, nous devons la voir telle que ça nous a été effectivement présenté. Oui. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je le dis encore, cette carte-là doit être à la disposition des gens. C'est-à-dire que ce processus-là, il faut que le gouvernement y travaille parce qu'il y a des tares à ce niveau-là, énormément même des tares. On a vu tous les délais qu'on a eu à faire, que ce soit enrôlement, distribution, correction et tout. Donc, à un moment donné, il faut prioriser. Je pense qu'on a un moment où le gouvernement doit être en mesure de prioriser. Prioriser la chose suivante, deux éléments. Prioriser le fait que les cartes déjà disponibles, de manière sécurisée, puissent être distribuées et avec, si vous voulez, un processus mais vraiment très efficace et très pertinent. Et le deuxième élément, faire en sorte que l'enrôlement en même temps, ces processus-là doivent se faire en même temps. Et il faut que le gouvernement soit organisé par rapport à cela. Parce que si l'enrôlement n'est pas là, beaucoup d'autres encore n'ont même pas été enrôlés. Et le temps de l'enrôlement et de la disponibilité de la carte pour eux, par rapport à ceux qui vont faire d'abord les besoins administratifs, même pas les élections, mais d'abord les besoins administratifs. Oui. Donc ça, c'est quelque chose à faire. En fait, il y a énormément, je vais rejoindre Wele sur ce point-là, c'est que c'est extrêmement important que les ressources que nous mettons, les ressources humaines fondamentalement, la priorité, ce n'est pas l'argent, mais c'est la qualité des hommes que vous mettez à la tâche. Et c'est ce qui fait que la mission que vous donnez, et c'est une mission qui va. Mais déjà, le ministre d'État, en faisant ça, prend toute la responsabilité que c'est effectivement le gouvernement, et c'est le gouvernement qui s'en félicite, alors que normalement, on pourrait dire oui, c'est un point encourageant, mais les défis, il est extrêmement important qu'il devait pouvoir les mettre sur la table et avec les solutions préconisées qui vont avec. C'est ce qui, quelque part, pourrait rassurer davantage les gens. Et je pense qu'il n'est pas encore tard. Le gouvernement peut, face à ces défis-là, mais vraiment nous dire davantage qu'est-ce qu'il y a comme préconisé. Moi, je ne dirais pas la société. Je ne vois que en fait, le gouvernement, à travers le ministre, c'est eux qui ont les leads. Même la société qui est en train de faire le travail, tout ça qui est privé et tout, c'est par rapport aux exigences du gouvernement. C'est le gouvernement qui dit je veux ça, et c'est lui qui les a donné. Donc, nous allons toujours nous adresser à ce gouvernement-là qui fasse un pas en avant parce que, encore une fois, comme je l'avais dit à l'entame de mon propos, énormément d'enjeux sont liés à la disponibilité de cette carte-là pour la stabilité même, la stabilité de notre pays. Extrêmement important et surtout la stabilité sociopolitique. Monsieur Dr Wele, qui doit finalement rendre compte entre le gouvernement et la société avec ces décalages entre les données d'enrôlement et le produit final? Et par rapport à cette situation, c'est l'État qui est interpellé, c'est le gouvernement qui est interpellé, parce que c'est le gouvernement qui a donné mandat à la structure de faire le travail. Et c'est un travail pour un service public, et je pense en la matière, il n'y a pas de doute. Et ce qu'on doit retenir, c'est l'État qui est responsable, c'est le gouvernement qui est responsable par rapport à cette question. Et vous savez, on crie tous les jours qu'on n'a pas d'argent. Et le peu de moyens que nous avons, nous le mettons, et malheureusement, c'est mal utilisé. C'est du gaspillage, le peu que nous avons. Et je le dis tout le temps, le peu de ressources que nous avons est toujours très mal utilisé. Même aujourd'hui, c'est l'exemple typique. On prend des dispositions sur un nouveau système qui n'est pas testé. C'est des choses inimaginables à la date d'aujourd'hui. On devrait faire au moins un minimum à échelle pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut, au lieu d'aller à l'échelle. Et ensuite, quand on voit la production, c'est facile de produire. Et c'est comme en disant, par exemple, quand on dit, par exemple, on doit produire autant de cartes. Et aujourd'hui, si on dit on a tel nombre de cartes, on peut être fier en disant les cartes sont produites. Mais ce n'est pas ça la question. Les cartes sont produites pour être disponibles, pour être accessibles et pour être utilisées. Tant que ces différents éléments ne sont pas vraiment à hauteur de sujet, je pense qu'il y a un échec total. Il ne s'agit pas de produire, mais si les cartes sont produites dans les tiroirs quelque part, le fait n'est pas là. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce qu'en attendant, il y a plus de 5 millions de cartes qui sont produites. Plus de 5 millions. Mais quels sont le nombre de cartes retirées aujourd'hui? Oui. C'est ça. Et quelle est la qualité, les cartes qui répondent vraiment, qui répondent vraiment à l'identité de la personne, à la qualité. Oui. Ça aussi, on doit faire le point. Et c'est pour tout simplement, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'efficacité et d'efficience par rapport à cette situation. Parce que ce qui était annoncé,
on est toujours à l'attente. Personnellement, j'ai fait le processus, jusqu'à présent, je n'ai pas ma carte biométrique. Et pour faire l'enroulement, j'étais obligé de le déplacer dans un autre lieu. Et ce n'est pas évident aujourd'hui, même si la carte est disponible, comment je puisse le récupérer. Oui. Le système qui est mis en place, c'est vrai, tous les jours, on essaie avec le SMS, on dit que ce n'est pas disponible. Mais ceux qui pensent que même c'est disponible, souvent, ce n'est pas évident. Donc, pour moi, le rôle régalien, comme on le dit, c'est l'État. C'est l'État qui doit s'assumer et c'est le gouvernement, le ministre en question, les ministres en charge de cette carte qui doit faire l'autocritique, qui doit revoir avec la structure qui a le contrat et qu'est-ce qu'il faut avec l'implication de la population, des bénéficiaires, avec l'implication des commissaires et voir comment intégrer le système. Et les cartes qui sont disponibles, comment les rendre accessibles en fonction de la localité et revoir l'organisation et la distribution. Ça ne sert à rien de recruter une fois de plus des gens de distribution comme ils le disent. Parce que quand on voit des fois des aires de distribution, c'est un autre système qui va être parallèle, qui va être mis en place pour payer des gens, alors qu'il y a un système normal qui est là, qui peut être utilisé. D'accord. Mohamed Lamine Sibi, vous êtes du M5 RFP Mali-Croix. On était en train justement de parler du processus de distribution de la nouvelle carte d'identité biométrique. Le gouvernement est visiblement satisfait du processus, même si au niveau de la population, des grosses critiques sont formulées contre la qualité même de cette nouvelle carte biométrique. Vous, quel est votre regard là-dessus? Merci bien, Sylvie. Bon, si le gouvernement est satisfait de la distribution des cartes, de tout le processus, bon, vous l'avez dit, et de l'autre côté, c'est un autre son de cloche. C'est-à-dire que les gens se plaignent quand même. Hein. En termes de disponibilité, il y a beaucoup de ratés, beaucoup de problèmes. Alors que la finalité, c'est quand même la satisfaction des cibles, hein, à savoir les usagers, donc les citoyens maliens. Donc, eux, ils ne sont pas... on ne peut pas dire que les gens sont satisfaits. Parce que quand vous vous amusez à faire le tour des différents comicos et aussi des autres points de distribution, parce que je rappelle qu'il y a les mairies aussi, hein, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui passent qui n'ont pas leur carte. Et le système qu'ils ont mis en place, informatisé là, où on peut interroger le système et puis bon, vous avez un message de retour, etc. etc. Oui. Donc en réalité, pour faire court, c'est dire que tout ça, en fait, ça ne vaut pas le coup qu'un citoyen mette tout ça, soit dans tous ces tracas-là, pour avoir une simple carte d'identité. Parce qu'au final, il s'agit d'une carte d'identité. Donc moi, je regrette ça fortement. Et inviter les pouvoirs publics à beaucoup plus d'application surtout, parce que une carte d'identité, ça doit être vraiment banal. Tant qu'on est citoyen d'un État, avoir une carte, pouvoir établir son identité. Oui, mais est-ce que même sur certains cas, le caractère identitaire n'est même pas relativisé quand on sait que les photos, pour certains cas, ne sont même pas actualisées? Vous posez là la question de la mise à jour. Oui. C'est vrai. C'est vrai que, en fait, ce sont les données du RAVEC de 2009, je crois bien, oui, qui ont servi à faire les cartes NINA, qu'on a reconduites. Ce sont ces mêmes données. Et donc, initialement, ce n'était pas le cas. Il y a eu des agents d'enrôlement qui ont quand même actualisé ces données. Oui, mais en fait, ça n'a pas été actualisé. Les agents sont passés, ils ont enrôlé les gens, mais c'est les mêmes données qu'on a reçues pour la plupart des gens qui ont déjà reçu. Les nouvelles photos ont été prises. Oui, de nouvelles photos. Oui. De nouvelles photos, d'accord. Oui. Mais la profession, par exemple, n'a pas été touchée. Je vous dis qu'entre 2009 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la vie d'un homme. Donc, il y a la question de l'actualisation aussi qui pose problème. Donc, ce n'est pas des données actualisées. Oui. Bon, les dates et les jours de naissance, bon, enfin, les lieux plutôt, ne changent pas. Oui. Mais après, par exemple, la profession, ça change. Il y en a qui l'ont fait quand ils étaient étudiants. Aujourd'hui, ils sont dans la vie active. Et donc, je pense que la question de l'actualisation aussi mérite un regard particulier. Mais vous savez, puisqu'on parle spécifiquement de cartes biométriques, oui, mais on pourrait l'élargir à la question de documents, aux questions de documents administratifs de manière générale dans ce pays. Vous vous rappelez les cartes d'identité que les différents commissariats délivraient? Eh bien, c'est les mêmes problèmes. Il faut se lever tantôt à 5 h du matin, 7 h, 6 h, faire la queue, faire ci, faire ça. Moi, je pense que ça ne vaut pas du tout la peine de fournir tous ces efforts-là pour pouvoir avoir une seule carte d'identité. D'accord. Peut-être votre dernier mot là-dessus? C'était juste pour dire à M. Diarra que quand j'évoque la question de la société, dès le départ, il y avait des doutes.
Et je ne pointe pas que la société. C'est vrai qu'elle est sous contrat avec l'État, mais il faut savoir aujourd'hui quel est le niveau d'implication ou même de niveau de capacité en fait de cette société à faire face aux défis qui lui a été confié. Est-ce que nous sommes simplement à la demande de la confection des cartes? Je dis non. Aujourd'hui, il faut que nous ayons une société à hauteur de cette mission et que l'État, ceux qui ont aujourd'hui en fait en charge de la gestion aujourd'hui de l'administration territoriale ne comprennent pas que cette situation est une question personnelle. Il ne faut pas relever les questions ou disons amener les questions à des niveaux personnels. L'État est en face d'une responsabilité où les citoyens se plaignent. Il faut quand même l'évaluer et savoir situer qui est à quel niveau des difficultés en fait de la confection ou en fait de l'enrôlement en fait de ces cartes-là. Et je crois que tout le monde s'accorde autour de cette table comment on appelle ça, à accepter que l'actualisation n'a pas été faite à beaucoup de niveaux, je le dis. Et souvent, on demande à des citoyens qui ne sont pas aussi capables de se connecter, en fait, à pouvoir interroger le système pour dire ma carte est à tel niveau. Donc, il faut aujourd'hui quand même qu'on fasse une véritable évaluation de ce dispositif-là pour que les citoyens soient satisfaits. Il a dit, M. Sibyl a dit, pour une carte d'identité, est-ce qu'on a besoin d'autant de mobilisation pour certaines personnes qui... Le retrait même définitif de la carte est sanctionné par une signature électronique. Oui, mais il y a certains qui se mobilisent à aller sur les lieux de retrait et malheureusement qui n'ont pas les cartes disponibles. Donc je pense que acceptons qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes et que nous essayons ensemble, et l'État et les usagers, pour se mettre en place pour quand même solutionner ces problèmes-là. Bagui, vous avez une dernière réaction là-dessus? Oui, je vais simplement dire que oui, Marco, nous disons exactement la même chose, mais en fait, regardez l'aspect par exemple de l'actualisation. Si c'est cela qui revient le plus souvent, vous voyez que ça peut même peut-être toucher l'aspect sécuritaire de la carte parce que l'aspect sécuritaire est fondamentalement lié à l'empreinte en réalité. Donc si mise à jour n'a pas été effectivement faite et que des informations reviennent, l'interrogation est-ce qu'on pourrait se dire oui, en premier temps, quand c'est toujours moi, même si c'est 10 ans après, mon empreinte ne change pas. Mais est-ce que si déjà ça veut dire qu'il y avait des erreurs au début, que moi, l'empreinte que j'avais là-bas, puisque en ce temps-là, ce n'était pas biométrique, et que cette empreinte-là n'était vraiment pas la mienne, ça veut dire que ça va aller avec toujours cette erreur-là. Et donc, l'aspect sécurisation, finalement, ne serait pas effectivement accueilli si une fois l'actualisation est remise en cause. Donc quand vous voyez tout cela, ça dit que l'enjeu, même pas l'enjeu, c'est extrêmement important ce qu'il y a comme défi lié à ça. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est vrai, au moment du recrutement donc de l'entreprise, beaucoup de discussions avaient été là, parce qu'en fait les gens n'avaient même pas vu exactement en tout cas, ce par quoi ils sont parvenus à les recruter, mais les gens ont fondé effectivement leur foi à la qualité effectivement donc de cette carte-là qui était attendue. Donc c'est pour cela que j'ai dit, oui, ça c'est un fait, mais c'est le gouvernement qui aujourd'hui doit être le premier sur lequel nous mettons notre doigt parce que ça va au-delà de cette société-là. Tout ce qu'on est en train de dire là va au-delà de la société, même si la société reste l'élément technique à produire finalement la carte, mais les exigences, les cahiers de charges et tout cela, normalement, proviennent et c'est le gouvernement qui en est le premier responsable. Donc nous disons exactement la même chose, mais je suis simplement en train de dire c'est le gouvernement qui nous doit des comptes et c'est lui qui doit rapidement trouver des solutions à ça. Docteur, vous dites la même chose que Wele et Diarra déjà. Comme je l'ai dit, c'est une grande responsabilité de l'État, une fois de plus. Vous savez, quand j'analyse, je ne connais pas le système qui est mis en place, je rigole. Parce que quand on regarde, c'est les mêmes données de la carte NINA en fait qui devraient être utilisées. En profane, je dis tout simplement, normalement, il y a un système de basculement. On devrait utiliser les mêmes informations et les actualiser. Et dans un bon système organisé, il y a ce qu'on appelle le travail de contrôle de qualité qui doit être fait automatiquement, ceux qui font ce travail d'actualisation. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que ce travail est fait? Parce qu'on doit savoir quelles sont les personnes qui ont demandé d'actualiser, par exemple. Il faudra que quelqu'un passe pour vérifier est-ce que c'est fait. Ensuite, dans la mise en œuvre du processus d'enrôlement, il y avait assez d'anomalies qui étaient visibles. On n'était pas traité de la même façon en tant que citoyen malais. L'équité et l'éthique n'étaient pas respectées. Parce qu'il y avait des délais pour que les gens puissent être enrôlés dans certaines localités, dans certains lieux, par exemple, les gens arrêtaient. Mais on a vu, il y a certains agents qui se déplaçaient dans les domiciles
pour faire ce travail. Quelle est la qualité de ce travail? Point d'interrogation. Comment ça se faisait? Est-ce que quand ils font le travail était encore centralisé? Il ne faut pas faire un semblant de travail. Et je pense qu'il y a un problème juste de fond et que l'État doit faire l'autocritique, les autorités, que les différents ministres en charge doivent faire l'autocritique et voir avec le service en question qu'est-ce qu'il faut pour aller à des corrections rapides et prendre des solutions adéquates bien qui sont adaptées par rapport à notre contexte. Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies qui vont être signalées. Et ça, s'ils ne le voient pas rapidement, ce n'est pas évident qu'il y ait le résultat attendu par rapport à ça. Ça ne sert à rien de s'afficher, la performance n'est pas là. L'efficience n'est pas là, ils sont en train de gaspiller nos maigres ressources, ils sont en train de perdre nos temps parce que le temps est très cher, c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper et il faut qu'ils l'admettent, ce n'est pas parce qu'ils sont aujourd'hui au gouvernement et c'est les réalités du pays qu'ils doivent connaître pour avoir une carte d'identité parce que beaucoup de gens espèrent avoir cette carte pour être tranquille. Aujourd'hui, avoir une carte d'identité aussi n'est pas évident, la carte d'identité ordinaire, vous le savez très bien, mais on doit faire en sorte que les citoyens soient soulagés. Et au lieu de s'auto-satisfaire par rapport à ce qui est fait, je pense qu'il doit être remis en cause. Ça fait des mois, et ça, c'est au niveau de Bamako. Et les autres régions, on n'en parle même pas. Voilà, les autres régions, on n'en parle même pas. Je pense que c'est des questions de fond sur lesquelles ils doivent travailler pour qu'on puisse corriger. Sibi, votre dernier mot là-dessus? Alors moi je dis qu'au-delà de la simple possession matérielle de ces cartes-là, ça nous ramène également à la question de la capacité de notre État à gérer, à identifier et à gérer les citoyens. Je vous dis que ces données ne peuvent être utiles ailleurs. Par exemple, dans l'élaboration du fichier électoral. C'est des données biométriques qu'ils ont. Ils peuvent les exploiter, mais encore faut-il que ces données soient saines, ce qui n'est pas pour le moment. Donc l'enjeu est grand. Oui. Il faudra qu'on règle cette question définitivement. On ne peut pas, je crois, rester indéfiniment dans cette situation quand vous avez besoin d'établir un passeport, quand bien même vous êtes citoyen malien, avec tous les documents requis, vous n'en parvenez pas. Je crois que la bonne gouvernance, ça commence aussi là, c'est le premier palier. Ça, c'est vraiment les bases, quoi. La gestion la gestion administrative des choses, c'est vraiment la base. Donc, si on ne peut pas régler ça, moi, j'ai de sérieux doutes sur la capacité à passer aux étapes supérieures. D'accord. Le départ de l'aménagement, en est-il pour quelque chose, en tout cas depuis le démarrage du processus de retrait des forces onusiennes? On assiste de plus en plus à la dégradation de la situation sécuritaire du pays, surtout dans la partie septentrionale, n'est-ce pas? Ce constat, vous le partagez, Mariko? Bien sûr. Je crois que... Est-ce qu'il y a lieu de faire un parallèle entre le démarrage du retrait de l'aménagement et l'évolution de la situation? Oui, c'est comme si aussi on dit bien avant l'aménagement, la situation n'était pas aussi louable qu'on le souhaitait. Oui. Donc, et c'est cette déconfiture d'ailleurs qui a fait que l'État a fait appel aux Nations Unies, disons, à la communauté internationale pour venir en aide. Et c'est ce qui a valu, avec tout ce qui peut être expliqué en fait autour de ce processus-là, la mise en place de l'aménagement. Et le même État est revenu pour dire qu'il se sent dans les dispositions à jouer son rôle, ou disons ses rôles régaliens, et demander, comme on appelle, le départ de l'aménagement. Et si cela est fait, je pense que cela ne doit pas simplement être pour l'État attendre en fait les rétrocessions des camps qu'occupait en fait l'aménagement, mais nous devons ensemble avec l'ensemble des, comment on appelle ça, des groupes armés non terroristes. Je le dis encore, les groupes armés non terroristes doivent être impliqués dans un compromis pour aller vers la sécurisation de l'ensemble des territoires nationaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie du territoire, en fait, le centre, et on l'a dit à travers, en fait, un certain nombre de médias qui ont été relayés pour dire qu'à Tombouctou, sur la route, comme on appelle Gao, il y a des blocus, en fait, qui empêchent les populations de vaquer normalement à leur occupation. L'une des missions d'un État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc aujourd'hui, une chose est de demander le départ de l'aménagement, mais une autre chose est de se mettre en place pour que ces populations
dont en fait les souffrances ont fait qu'à un moment nous avons fait appel à l'ensemble de la communauté internationale. Et de toutes les façons, que ce soit la MINUSMA, cette présence de la communauté internationale, à un moment il va falloir qu'on mette fin à ça. Et ils ont acté pour quitter définitivement le Mali au mois de décembre. Et d'ici là, il faut quand même que l'État soit devant et assure la protection des citoyens et de leurs biens. M. Diarra, beaucoup d'esprits fertiles en hypothèse quand même font ces parallèles entre le démarrage du retrait de la MINUSMA et la dégradation de la situation sécuritaire et dans la région de Tombouctou et dans la région de Gao. Oui, mais je crois qu'il est de bon sens que tout le monde devrait quand même comprendre que entre le départ de la MINUSMA et le redéploiement donc des FAMA, qu'il y a en tout cas un creux entre ces deux-là qui doit avoir des enjeux et des enjeux normaux de mon point de vue. Personne ne peut empêcher ça parce qu'il y a des démarches administratives lorsque nous devons faire la cession de ce que la MINUSMA a, soit à l'État du Mali ou peut-être à d'autres organisations sur place, mais dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA. Donc il est extrêmement important déjà qu'on comprenne cet aspect-là, mais l'autre élément, c'est notre capacité à résorber en fait ces points que je peux appeler ces points de difficulté ou ces points tendus qui aujourd'hui font que vous pouvez retrouver qu'au centre, ce n'est même pas qu'on a une impression, mais on a une résurgence effectivement de l'insécurité. Mais ça s'explique, de mon point de vue, ça fait partie donc en tout cas d'un processus normal en réalité, mais qui doit être circonscrit à très court terme et avec efficience. C'est extrêmement important. Donc je pense que ce point-là est à faire. Il est aussi important que dans ce redéploiement des FAMA, ou même de l'administration malienne plus globalement dans le passage avec la MINUSMA, que le Mali courant dont nous parlons, que nous puissions sentir ça d'abord dans la qualité des services liés aux FAMA et encore à l'administration de manière générale vis-à-vis des populations. Parce que chaque fois que nous sommes en mesure de réagir et d'asseoir la confiance de nos populations, je pense que c'est cela qui nous aide à continuer à stabiliser. Ce qui est extrêmement clair, il est acté que la MINUSMA part et elle va partir. Ce qui est clair, c'est que beaucoup de défis, on en avait conscience, vont entourer cela. Mais ce qui doit être plus clair, c'est notre capacité en tant qu'administration et en tant qu'État à résorber ces difficultés et à très court terme, mais avec efficience ou avec efficacité dans le processus, mais efficience au bout de la chose. C'est extrêmement important, c'est cet élément-là que je voulais mettre en avant, simplement pour dire que cette résurgence donc, de l'insécurité, donc, notamment dans la zone, je ne dirais pas du centre, mais dans la région de Moti, et dans la région de Badjangara et d'autres régions également, je pense qu'il faut très rapidement que la communication qui est en train de se faire puisse être intensifiée, notamment du côté de l'administration, pour vraiment asseoir la confiance de nos concitoyens, parce que encore les groupes terroristes, le sachant, veulent récupérer ça et je pense qu'ils y travaillent. Docteur Wele, comment asseoir la confiance de la population avec cette nouvelle de blocus dans la région de Tombouctou par exemple? Par rapport aux questions sécuritaires, c'est un problème d'ordre général, c'est un ensemble qui doit travailler. Ce n'est pas des questions de l'État seulement, la population doit être impliquée. Et par rapport à ces questions sécuritaires, on doit voir la réalité. Il faut faire une analyse réelle. Et ensuite, il faut être sûr de toutes les menaces et de tous les risques. Le travail n'est pas souvent facile et c'est facile souvent d'interpréter quand on est, comme on dit, dans nos salons. Et la situation est telle que, vous savez, quand il y a un départ sur une structure comme la MINUSMA, vous savez, elle n'est pas blanche. La MINUSMA n'est pas claire. Et c'est les choses qui sont connues. Et les structures onisiennes, aujourd'hui, nous savons, c'est un système qui est au service d'un certain nombre d'éléments. Et souvent, les gens pensent que c'est des sunnites, c'est la réalité. Et ces puissances ont toujours régné par la peur. Et la politique de la peur a toujours existé, ils le font toujours, même aujourd'hui. Et quand il y a des situations comme ça, c'est toujours possible que la situation, on fasse esprit que les choses soient plus visibles, plus audibles, pour qu'on pense que c'est lié à l'aide, peut-être à l'aide de part, etc., etc. Et en dehors de cela, pour des questions stratégiques, certains aussi peuvent profiter parce qu'ils savent que c'est un départ, ils vont essayer de voir pour créer plus
des situations confuses et mettre les autorités en difficulté. Ce n'est pas exclu, toutes les stratégies sont possibles. Même au sein de la communauté, on peut soulever des situations pour que les gens soient plus en difficulté et voir un peu comment on peut s'écuyer, mettre les autorités en difficulté. Ce n'est pas exclu. Donc nous devons être plus vigilants, plus prudents et chercher les causes profondes de ces différents éléments qui sont en faveur de la montée peut-être des situations d'insécurité. Et pourquoi? Et en ce moment, les autorités doivent prendre les solutions avec la communauté. Sauf que cette situation est souvent revendiquée par certains groupes terroristes qu'on connaît déjà. Les groupes terroristes, souvent, je dis, mais c'est des projets. Ils sont trop forts, c'est des projets, je le dis C'est dans aussi. la théorie du complot. C'est des projets, je le dis souvent, ça fait rire. Comme les autres projets que nous avons. Et ceux qui sont derrière ces projets, ils savent. Il n'y a pas de forcément c'est les États qui sont derrière. Et c'est fait exprès. Quand on regarde ce qu'ils font pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle finalité? Je prends un exemple. Quand on va attaquer les péages, c'est pour quelle finalité? C'est pour faire peur. C'est pour que nous sommes là, nous sommes même dans les villes. Il y a quelle finalité? Et en ce moment, on doit s'interroger par rapport à ces situations. Et c'est pourquoi j'ai dit, ils dominent par la peur, la politique de la peur. Et c'est une triste réalité. Et c'est ce que nous devrons comprendre. Effectivement, ceux qui ont la main, ils ont les moyens pour pouvoir juste secouer les choses. D'accord. Et ce n'est pas exclu. Et nous devons être plus vigilants. Et nous savons, avec le plan qui est déjà mis en œuvre, c'est sûr, ça ne va pas être facile jusqu'à la fin. Et ensuite, l'État doit prendre des dispositions avec la population. C'est un ensemble qui doit travailler pour qu'on puisse sécuriser la population. Et dans n'importe quel pays, nous avons un territoire qui est aussi vaste. Il ne faut pas l'ignorer, nous ne sommes pas un petit pays. Et nous devons faire plus d'efforts pour qu'on puisse vraiment couvrir le pays avec plus de moyens et pouvoir sécuriser. Monsieur Sibi, la situation sécuritaire dans certaines régions n'est visiblement pas reluisante. Déjà, est-ce qu'il y a lieu de faire un parallèle comme certains le font déjà avec le désengagement de l'aménagement du Mali? C'est normal. Je n'ai pas dit que c'est bien. J'ai dit que c'est normal. Comprendra qui pourra. À partir de connaissances théoriques en sciences criminelles, notamment quand vous faites la sociologie des gangs, comment vous savez qu'un gang occupe un territoire? Le premier enjeu pour un gang, c'est d'avoir un espace géographique. Je vous cède diplomate. Hein? Alors, pour exercer quoi? Pourquoi un territoire? Pour exercer des activités criminelles. Et donc, toutes les fois qu'il y a des menaces territoriales, c'est-à-dire qu'une autre force, que ce soit un autre gang, ou alors la police, ou alors, en tout cas, n'importe quelle autre force, tend à grignoter dans ce territoire, il y a des ripostes. Donc, à partir de ce schéma, on peut comprendre aisément la situation actuelle suscitée en la faveur du retrait de la MINUSMA. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus qui a été engagé entre les Nations Unies et le gouvernement du Mali. C'est parti de la résolution que vous savez là. Et maintenant, pratiquement, il y a 2 niveaux de suivi qui ont été mis en place, technique et ministériel, pour accompagner ce processus de retrait. Et puisque nous avons des éléments terroristes sur notre territoire qui voient venir l'armée réoccuper les positions perdues pour exercer la plénitude de ses missions, alors ils organisent ce qu'on appelle la riposte. C'est pourquoi j'avais dit que c'est le cours normal de la vie. Hein? C'est des antagonismes. Voilà. On n'aime pas ce qui est contraire à soi, on se positionne, on se combat. Donc c'est ça, ils voient venir l'armée malienne récupérer les positions perdues et renforcer ces positions-là et continuer avec ces missions. Donc eux, c'est leur disparition programmée qu'ils voient. Alors ils vont se battre jusqu'aux dernières armes. Oui. Donc je pense que c'est à travers cette analyse que tu peux comprendre, sinon que vous pourriez comprendre pourquoi la résurgence, comme vous l'avez dit, oui, de l'insécurité. D'accord. Mariko, oui, cet embargo, ce blocus autour de Tombouctou, on en parle peu ici à Bamako. Oui, je crois que ça rejoint toujours ce que je disais au début. Ça ressemble à l'indifférence? Mais on en parle. Peut-être qu'on n'en fait pas trop sur les médias d'État pour que l'on n'encourage pas la psychose, voilà, ceux qui sont dans ces faits criminels, ou également faire peur aux autres populations, aux autres parties en fait, aux autres parties de la population. Mais une chose est claire, c'est que le terrorisme
prend forme là où l'État recule. Et je pense que le fait déjà que ces camps ont été mis en place par la MINUSMA et que ces camps vont être rétrocédés en fait à l'État, c'est une manière anticipée pour l'État de faire vraiment le maillage de l'ensemble du territoire. Parce que ces camps également sont quand même à des niveaux très stratégiques de notre pays. Mais il faudrait aujourd'hui que l'on intègre un élément fondamental, c'est que pour que l'on puisse aller à la stabilité, à la paix, il faut qu'on intègre l'élément de l'unité nationale. J'ai vu un communiqué, comme on appelle, du ministère de la Réconciliation, appelant les groupes armés, en fait, qui ont signé, comme on appelle, l'accord de paix, à venir autour de la table. Parce que beaucoup avaient demandé à partir, principalement la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Aujourd'hui, ce mouvement est un élément clé pour la stabilité. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on aille vers l'ensemble des groupes armés qui ne sont pas terroristes, pour qu'on intègre leur venue, pour qu'on intègre leur participation à stabiliser le pays. Il faudrait qu'on sorte un peu de cet esprit pour dire nous allons, comment on appelle ça, aller avec une main de fer à l'encontre de tout le monde. Il y a certains qui étaient hier, en fait, groupes armés, qui ont pris les armes contre le pays, mais aujourd'hui qui ont décidé de le faire. Il faut qu'on aille au-delà du simple communiqué. C'est une bonne chose. J'encourage le département de la réconciliation avec, en fait, l'initiative de ce communiqué-là. Mais il faut impliquer les communautés, que ce soit à Bamako et à l'intérieur du pays, pour que l'ensemble de ces communautés se sentent en sécurité, l'ensemble de ces communautés se sentent concernées par la sécurisation en fait du territoire. On ne peut pas sécuriser le Mali avec uniquement les militaires. Il faudrait qu'on le fasse avec tous les fils du pays, dans un esprit de paix, dans un esprit réconcilié et dans un esprit sincère pour un nouveau, comme on appelle, contrat social, pour un nouveau Mali, dans l'intérêt et le bonheur en fait de tous les Maliens. Monsieur Diarra, j'ai l'impression qu'on joue un peu à la politique de l'Autriche quant à la situation de Tombouctou. Je ne dirais pas nécessairement ça, mais... On en parle peu. Oui, on en parle peu, mais je ne pense pas que ce n'est peut-être pas le fait d'en parler le plus souvent, mais sans réagir qui est important, mais c'est plutôt peut-être agir et... Sauf que cette réaction tarde à venir, on a cette impression aussi. Exactement, mais je vais dire le peu que je sais dedans. Parce que vous savez, une réaction dans une situation comme cela, elle se prépare toujours, mais avec les situations, avec les populations locales. Et il est extrêmement important que l'on comprenne que chaque fois je parle d'asseoir la confiance entre FAMA et population, parce qu'il est évident que les FAMA, à elles seules, ne pourront pas amener la sécurité parce qu'il n'est pas écrit sur la tête de quelqu'un, celui-là est un terroriste. Mais pourtant, ils sont tous effectivement au niveau des communautés, chacun pour peut-être des intérêts forcés ou peut-être des intérêts suffisamment voulus. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il est important d'y travailler et à trouver d'abord le meilleur des renseignements. C'est le meilleur des renseignements et le meilleur de la collaboration avec les populations sur place et que dans une action coordonnée, on peut pas parvenir souvent à gérer des situations comme ça. Donc oui, il est important que ce cri de cœur, qu'on en parle et que les autorités en prennent conscience parce que chaque citoyen malien, les autorités ont pour rôle effectivement de le protéger. Cela est un élément extrêmement important. L'autre chose que je voulais avancer, toujours par rapport donc à la situation de l'aménagement, je pense qu'il y a un point qu'on n'en parle pas beaucoup mais qui est fondamental. Et regardez les camps, il y en avait combien? 12 avec une base militaire. Mais est-ce qu'on se pose la question sur les projets de développement que l'aménagement gérait auprès de nos populations et qu'elle est maintenant amenée à céder effectivement au gouvernement? C'est là où le lien direct est fait avec les populations, non pas avec les femmes, mais avec les populations. Et c'est pour cela que j'ai dit, vous allez comprendre dans le même temps que les terroristes qui sont là et qui font partie souvent des populations locales, ça il faut le dire. Et vous allez voir que ces terroristes-là vont essayer effectivement de rentrer dans un processus d'enrôlement. Et on parle de faire peur, mais en réalité, l'idée, c'est d'installer cette peur et derrière d'enrôler. Oui. Mais enrôler, pourquoi? Plus ils vont enrôler et que ces projets sont récupérés en fait, sur le territoire de ces populations-là, ça leur fait davantage de force. Donc, l'enjeu est double autour de ces projets de développement qui, aujourd'hui, j'étais en train de dire que les autorités doivent faire en
sorte que le Mali croit un peu sur le stratégie, parce que la gestion de ces projets-là fait un lien direct avec les populations et on doit pouvoir asseoir la confiance là-bas. D'abord pour gérer ces projets-là, et encore penser effectivement donc à leur pérennisation. J'ai vu que dans la discussion au niveau des Nations Unies le 29, qu'on était en train de parler de l'aspect de pérennisation de ces projets-là. Alors que de mon point de vue, ce n'est même pas d'abord la pérennisation de ces projets-là, c'est d'abord les hommes qui vont être là en remplaçant déjà les agents de l'aménagement pour suivre ces projets-là. C'est extrêmement déterminant. Avec ce blocus, on doit continuer à parler véritablement de la montée en puissance de l'armée. La montée en puissance de l'armée n'est même pas à discuter, c'est évident. Oui. C'est une évidence, c'est une perception qui est réelle. Le blocus aussi est évident. Et par rapport au blocus, vous savez, quelqu'un qui connaît la position de Tombouctou, c'est pas facile. D'accord. Et qui connaît juste l'organisation des communautés terroristes, djihadistes, c'est pas évident. Mais j'aimerais juste attirer l'attention des uns et des autres. Nous sommes dans ce cadre précis, dans le cadre de la communication. Oui. Et c'est très important. Vous savez, quand on n'arrive pas à adapter la communication par rapport au contexte, on passe à côté de beaucoup de choses. Nous sommes dans une situation de crise, d'urgence. Et le type de communication doit être fonction de la réalité du terrain. Je prends un exemple. On peut amplifier le problème qui se passe sur le terrain. Peut-être c'est la vision de certains, ils pensent que le problème est très grave. Peut-être ce n'est même pas évident. C'est leur perception qui est dégagée. Et en ce moment, c'est l'État les autorités doivent mener le type de communication par rapport à ça pour abaisser cette peur qui n'est pas forcément fondée. Et le cas contraire, si par exemple au niveau on se rend compte que le risque est minimisé, c'est-à-dire la peur, l'inquiétude au sein de la population n'est pas aussi évaluée à hauteur de ce par les autorités, on doit faire en sorte que les autorités comprennent que le risque est très élevé pour agir. En fonction de ces différentes stratégies, on trouve la solution pour mieux communiquer. Et c'est pourquoi, généralement, dans mes sorties, j'interpelle l'autorité parce que je ne sens pas cette communication des crises, des risques qui sont adaptés par rapport aux différents contextes. C'est comme si on attend la situation, les gens ont peur, la peur s'installe. Et si les autorités ne communiquent pas de façon efficace, ce n'est pas évident. Et je suis dans cette situation et je pense qu'ils sont dans cette situation. Il y a une mauvaise communication et ce qui fait que les gens pensent que l'État n'arrive pas à réagir. Hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, c'était pratiquement la même chose, la personne était mécontente. J'ai dit non, faites attention. Ce qui se passe, l'État ne peut ne pas agir de façon prompte, de façon adéquate parce qu'il y a des insuffisances par rapport à certaines stratégies. Mais ces stratégies peuvent être revues, corrigées et adaptées par rapport au contexte. Et ces différents paramètres, et je demande aux autorités aujourd'hui, s'ils ne l'ont pas fait, d'envoyer des experts pour évaluer ces risques au niveau de Tombouctou, comprendre, ils ont tous les mois, il y a une aviation qui peut se déplacer, il y a des experts qui peuvent se déplacer, et analyser la situation et avoir des solutions adéquates par rapport à cette question. Ok. M. Sibi. Oui. Toujours la situation de Tombouctou, situation sécuritaire bien entendu. Déjà, avant d'aller à cette question-là, j'entendais parler de projet quelque part ici, l'aménagement. L'aménagement, effectivement, ce n'était pas que des armes. Il y avait des actions qui visaient à renforcer les capacités de gouvernance, en quelque sorte. Tous les projets que vous appelez projets de développement, mis en œuvre, ou alors, en tout cas, faits par l'aménagement, seront repris par les différentes agences de développement. Je crois que ça fait partie des conclusions de différentes rencontres qui ont eu lieu, qu'il s'agisse du niveau technique ou du niveau ministériel. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait trop de soucis à se faire. Il y a un plan pour ces projets et programmes-là en cours. Ce n'est pas le retrait de l'aménagement qui va mettre fin à ces différents projets. Maintenant, je ne sais pas, pour revenir à la question de Gao, de Tombouctou, pardon, c'est, comme je le disais, en fait, c'est ça, c'est que les groupes terroristes surtout, parce que les affrontements qui ont eu lieu pour le contrôle du camp de Ber opposaient l'armée régulière aux groupes terroristes. C'est important peut-être de le dire, parce que d'autres parlaient de CEMA, de groupes signataires de l'accord. Ah non, ça opposait l'armée aux groupes terroristes. Oui, officiellement, donc, eux, les groupes sont dans une résistance. La situation actuelle de Tombouctou s'inscrit dans ce cadre-là. Justement. Il faut résister parce que l'aménagement est en train de partir. Et l'armée a engagé une démarche des mouvements
vers les camps qu'elle avait perdus auparavant. Ouais. Donc bon, c'est des tactiques, soit peut-être la piscose, bon, c'est des armes de guerre qu'on connaît, c'est classique. Ou alors, la peur, etc., etc. Donc il faudrait comprendre ça. Mais moi, je ne me permettrai pas de dire que, ou alors de penser que l'armée n'a pas la nette saisie des enjeux, ou alors le diagnostic. Ça, c'est des militaires, c'est des gens qui sont sortis des écoles de guerre, qui ont fait autre chose. Moi, je n'ai pas fait d'école de guerre. On va leur concéder ça. D'accord. Nous, en tant que citoyens, ce qu'on peut exiger, c'est le résultat. S'il n'y a pas de résultat, on fait des questionnements et au bout, on peut même faire des interpellations. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des stratégies en cours pour ce blocus-là à Tombouctou et croyons et espérons que ces stratégies porteront fruit. Maintenant, sur la même question, ce qu'il faut craindre, c'est que la résurgence, vous l'avez dit, actuelle, sinon le regain de tension n'implique pas les groupes signataires, n'oppose pas les groupes signataires à l'armée. C'est-à-dire que les acquis de l'accord d'Alger, que ces acquis-là soient préservés. Je pense que c'est à ce niveau qu'on peut légitimement fonder des inquiétudes. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Mahaman Mariko, président du CRAJ Faso Nieta, Dr Ali Wele, vice-président du BRDM, Mohamed Lamine Sibi du M5 RFP Malikoura et Bagui Diarra, ancien vice-président du RPDM de Cheikh Modou Diarra. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Tombouctou. Au revoir. Merci. Non, là, il faut que je retourne. Si je reprends. Comment ça se passe?